Un violent épisode d'intempéries touche les régions du sud-est de la France, où localement l'équivalent de 2 mois de pluie est tombé en 24 heures. 3 départements sont toujours en alerte orange. 2 corps sans vie ont été découverts dans le Var. Des centaines d'habitants sont sinistrés. Point complet de la situation dans un instant. En Iran, le gouvernement a déclenché une contestation massive dans plusieurs régions du pays en limitant les subventions sur l'essence. Au moins 106 manifestants dans 21 villes ont été tués, selon des informations crédibles, a indiqué Amnesty International ce mardi, alors que les habitants n'ayant plus accès à Internet sont littéralement coupés du monde. Et puis le Black Friday, c'est dans 5 jours et cette édition 2019 devrait une fois encore confirmer son statut d'opération promotionnelle incontournable pour préparer Noël dans l'Hexagone. Pour se faire une idée de l'ampleur de cet événement né outre-Atlantique, la France avait enregistré 50 millions de transactions par carte bancaire, avec un panier moyen de 94 € sur l'édition 2018 du Black Friday, un record. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un épisode méditerranéen violent a secoué le sud de la France ce week-end. 2 départements, le Var et les Alpes-Maritimes, étaient placés jusqu'à ce matin en vigilance rouge, le seuil maximal aux pluies inondations, et 7 autres départements étaient en vigilance orange. Les fortes pluies ont entraîné des crues importantes. Ces inondations historiques dans la région ont fait pour l'heure 2 morts et 2 disparus. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est arrivé dans le Var cet après-midi et a rencontré des sinistrés dans la commune du Muy, complètement ravagée. Car si la décrue s'est amorcée, les dégâts sont considérables. Dans certaines zones du Var, il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations en 24 heures. À Roquebrune-sur-Argence, le fleuve Argence est monté à plus de 7 mètres, battant les records des précédentes crues en 2011. L'eau est entrée dans des restaurants ou des maisons et la ville est restée inaccessible durant des heures. Retour sur 24 heures de cauchemar. Bilan de ces intempéries, 2 corps découverts dans le Var. L'un des corps a été retrouvé au Muy, à proximité de l'endroit où une embarcation de secours avait chaviré samedi. Un habitant tombé à l'eau était depuis porté disparu. On ignore si c'est son cadavre qui a été découvert. Un homme a par ailleurs été retrouvé mort dans une voiture sur la commune de Cabas. 4 personnes portées disparues dans le Var. Outre la personne tombée à l'eau au Muy, un homme de 77 ans ne donne plus signe de vie. Depuis qu'il a disparu près d'un cours d'eau dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Antonin-du-Var. Il n'a toujours pas été retrouvé. Un couple de personnes âgées qui n'a plus donné signe de vie depuis samedi et se trouvait alors en voiture sur une route inondée à Tanneron est également recherché. Une femme de 39 ans a quant à elle été grièvement blessée et hospitalisée à Nice dans un état grave après avoir été emportée par une vague. C'est ce qu'ont indiqué les pompiers de Monaco. Le risque de vague submersion menace en effet le littoral en raison d'une montée du niveau de la mer. L'alerte rouge déclenchée samedi sur le Var et les Alpes-Maritimes a été levée ce matin à 6 heures. Seuls le Var et le Puy-de-Dôme restent en vigilance orange pour inondations et crues. Les Alpes-Maritimes restent uniquement concernées par une vigilance orange aux avalanches en raison de fortes chutes de neige sur les reliefs. Cet épisode méditerranéen se poursuit avec de nouvelles précipitations mais bien plus faibles. Cet après-midi à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, commune durement touchée par la crue de l'Argence, le fleuve est redescendu à 6,40 m en milieu de matinée après avoir atteint un maximum de 7,12 m en début de soirée hier soir. La situation s'est améliorée également dans la matinée dans les Alpes-Maritimes. On est dans un contexte global de décrue, mais les menaces de débordement persistent. Les rivières sont loin, très loin d'être rentrées dans leur lit. C'est ce qu'a indiqué le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine. Dans plusieurs villes comme hier ou Fréjus, des centaines d'habitants ont été évacués, souvent à titre préventif, et certains se sont réfugiés dans des bâtiments municipaux mis à disposition où ils ont passé la nuit. 4000 foyers sont pour leur privés d'électricité, notamment à Cannes, Mandelieu, Villeneuve-Loubet, Puget, Saint-Tropez et le Muy. L'autoroute A8, un temps coupée à la circulation, a pu rouvrir, mais certains échangeurs restent fermés. Plusieurs routes secondaires du Var et des Alpes-Maritimes sont en revanche toujours fermées. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Toulon et Nice, et sur toutes les lignes des Alpes-Maritimes jusqu'à la frontière italienne. La SNCF prévoit une reprise progressive du trafic en début de soirée et demain matin. En France, 19 000 communes sont exposées à des degrés divers, à des risques d'inondation, soit environ 11% de la population. Pour prévenir ce risque et limiter ses conséquences lorsqu'il survient, voici les bons conseils à adopter.
Première préconisation, s'informer avant l'inondation. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître l'historique de la région. Êtes-vous dans une zone inondable? Jusqu'où peut monter l'eau? Combien de temps dure l'inondation? Le niveau monte-t-il rapidement? Pendant l'inondation, y a-t-il beaucoup de courant? Prenez connaissance des consignes en cas d'inondation, des lieux d'accueil en cas d'évacuation. Soyez attentifs aux informations de vigilance. Si vous habitez dans une zone de crue rapide ou torrentielle, aménagez quand cela est possible une zone de survie au-dessus des plus hautes eaux connues. Ce refuge devra contenir tout l'équipement nécessaire pour faire face à l'événement: vivres, éclairage et radio à pile, vêtements chauds. Si vous avez prévu de rehausser ou de déplacer des appareils avant l'arrivée de l'eau, pensez à préparer le matériel nécessaire: cordes, leviers, parpaings, planches. Établissez une liste des biens mobiliers à mettre à l'abri de l'eau ou de l'humidité: papier personnel, factures, photos, actes notariés. Chaque année, de septembre à mi-décembre, 15 départements de l'arc méditerranéen sont concernés par des épisodes de pluie intenses, appelés épisodes Cévenol, pouvant conduire à des crues soudaines. Sur son site, le ministère de la Transition écologique et solidaire propose une infographie des 8 bons comportements en cas de pluie méditerranéenne intense. Et nous y sommes justement. Que faire lorsque l'inondation survient? N'allez pas chercher vos enfants à l'école, c'est l'école qui s'occupe d'eux. Évacuez votre maison si vous avez encore le temps, mais ne vous aventurez pas à pied ou en voiture dans des zones inondées, même si elles ne paraissent pas profondes. Si les autorités ou les secours vous le demandent, quittez votre maison en pensant à emporter vos papiers d'identité. Si vous avez aménagé une zone de survie, allez-y en emportant tout ce qui vous est nécessaire et que vous n'avez pas encore stocké pendant la phase de préparation. Signalez votre présence au service de secours. Protégez vos biens également. Coupez les compteurs de gaz et d'électricité, limitez l'entrée de l'eau en fermant les ouvertures, portes, fenêtres et aération. Surélevez ou déplacez les objets qui peuvent être inondés. Les réflexes qui sauvent: fermez les portes, coupez l'électricité et le gaz, montez dans les étages, écoutez la radio à pile, ne pas vous déplacer et ne pas occuper non plus les lignes téléphoniques. Que faire après l'inondation? Eh bien, un constat d'abord des dégâts, avant tout nettoyage, prendre des photos des dommages également, essayez autant que faire se peut de garder les objets endommagés ou détruits à titre de preuve, demandez les devis de réparation, de remplacement. Plusieurs nettoyages seront certainement nécessaires pour venir à bout des conséquences de l'inondation. Pensez à garder les factures si vous faites appel à des entreprises de nettoyage. Prenez garde à l'humidité résiduelle qui subsiste dans les murs et dans les appareils électriques. Les papiers peints et les moquettes souillées seront certainement à changer pour éviter les moisissures. Dans tous les cas, aérer et sécher le plus possible. Enfin, contactez rapidement votre assureur. Plus d'informations sur l'assurance sur le site de la Fédération française de l'assurance. Cet épisode méditerranéen survenu ces dernières heures n'est pas le premier du genre. L'an dernier, à la même époque, c'est le département de l'Aude qui était frappé par de violentes intempéries. Le bilan était alors dramatique: une quinzaine de morts, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels impressionnants. Il était tombé par endroits plus de 180 mm de pluie, une intensité exceptionnelle. Retour en images sur ces inondations historiques. Des inondations se sont produites les 15 et 16 octobre 2018 dans l'Aude et à la Marge dans les départements de l'Hérault et du Tarn suite à un violent épisode méditerranéen survenu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre. Le département de l'Aude a été le plus gravement touché par les crues de nombreux cours d'eau, en particulier les secteurs de Trèbes et de Carcassonne. Les hauteurs d'eau ont atteint en certains endroits des niveaux jamais observés depuis 1891. En plus d'importants dégâts matériels, 15 personnes ont perdu la vie au cours de cette inondation et 99 personnes sont blessées. 257 communes sont rapidement reconnues en état de catastrophe naturelle, 204 dans l'Aude, 29 dans l'Hérault et 24 dans le Tarn. Les dégâts de cette catastrophe sont estimés un mois après à environ 220 millions d'euros, rappelant la catastrophe de novembre 1999 qui avait coûté à l'époque 330 millions d'euros et pour laquelle 443 communes avaient été sinistrées et 31 victimes étaient à déplorer. Voilà ce que nous pouvions dire à cette heure sur les inondations en France. Dans le reste de l'actualité nationale, près de 50 000 personnes ont défilé ce samedi à Paris entre la place de l'Opéra et celle de la Nation pour dire stop au féminicide. Les organisateurs saluent la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes et sexuelles. Agresseurs, harceleurs, t'es foutu, les femmes sont dans la rue. Tels étaient les slogans de cette marée violette descendue dans la rue ce samedi, à l'appel du collectif féministe #NousToutes et de nombreuses associations, au moins 49 000 personnes
ont défilé ce samedi à Paris pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles et aux féminicides. De nombreux autres rassemblements étaient également organisés à travers la France. Lundi, la clôture du Grenelle contre les violences conjugales doit conduire le gouvernement à annoncer de nouvelles mesures très attendues par les associations. Avec cette marche, nous ferons en sorte que les pouvoirs publics prennent enfin des mesures à la hauteur, ont déclaré les organisatrices. Selon un décompte de l'agence France Presse, au moins 116 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Quelques 213 000 femmes majeures sont victimes chaque année de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Les messages adressés à l'ensemble de la société et aux politiques ont été nombreux. Une grande banderole s'élevait notamment contre une justice complice, tandis qu'une multitude de pancartes proclamaient ras le viol, féminicide pas une de plus, brisons le silence, pas les femmes. Qui ne dit mot ne consent pas, ou encore aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Près de 70 organisations, parmi lesquelles Planning Familial, CGT, CFDT, Europe Écologie Les Verts, le PS, l'UNEF, le PCF ou encore SOS Homophobie et de nombreuses personnalités se sont jointes au défilé parisien. Parmi elles, les comédiennes Muriel Robin, Alexandra Lamy, Julie Gaillet, Sandrine Bonner et Eva Darlan, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, ou encore Vincent Trintignant, le frère de Marie Trintignant, tué par Bertrand Cantat en 2003. L'an dernier, près de 50 000 personnes s'étaient rassemblées dans toute la France, selon les organisatrices de cette marche violette. Par son témoignage, elle a relancé une énigme criminelle qui dure depuis bientôt 17 ans, celle de la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes, en Seine-et-Marne. Entendue par la juge d'instruction chargée de l'affaire, Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret, a contredit l'alibi de celui qui est surnommé l'ogre des Ardennes. Le tueur en série avait expliqué avoir appelé son fils depuis son domicile en Belgique au moment de la disparition de la petite fille. Alors qu'elle avait toujours soutenu cette version, Monique Olivier vient d'affirmer avoir elle-même passé cet appel à la demande de son mari, précisant qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là. Entendue pendant plus de 3 heures, elle a ajouté que la fillette de 9 ans était tout à fait le genre de jeune fille qui pouvait satisfaire son ex-mari. Fin de citation. Depuis sa rencontre en 1986 avec le tueur, Monique Olivier a tenu une place centrale dans le parcours du criminel qui, à la lumière de ces nouveaux éléments, va rapidement être entendu par la juge d'instruction Sabine Kéris. Alors, comment celle qui fut la grande complice de Michel Fourniret s'est-elle peu à peu muée en sa dénonciatrice? C'est l'enquête de cette édition. Prisonnier aimerait correspondre avec une personne de tout âge pour oublier solitude. C'est par sa petite annonce publiée dans Le Pèlerin, sur laquelle tombe en 1986 Monique Olivier, alors âgée de 38 ans, que débute sa correspondance avec un père de 4 enfants, 2 fois divorcé et incarcéré pour agression sexuelle. Michel Fourniret la surnomme sa mésange, sa princesse aux pieds nus, sa Natouchka. Débute entre eux une correspondance enflammée où il lui parle de ses projets morbides d'enlèvement de jeunes vierges. Elle lui répond que le seconder lui ferait plaisir. Quand je lui écris, c'est pas pour faire ma vie avec, dira-t-elle au psychiatre, c'est pour recevoir du courrier, pour exister pour quelqu'un, cite le journal L'Express. Michel Fourniret est libéré en octobre 1987 et l'épouse 2 ans plus tard. En 16 ans de vie commune, Michel Fourniret et Monique Olivier ont tué au moins 7 jeunes filles avant d'être arrêtés tous deux en 2003. Cette femme fluette, qui a joué un rôle actif dans la série meurtrière de son époux, est également celle qui en signera l'arrêt définitif. Le 29 juin 2004, après un an d'interrogatoires infructueux, Michel Fourniret est sur le point d'être relâché quand Monique Olivier craque et révèle la liste des victimes de son mari. Il a fallu lui arracher chaque mot, elle tremblait comme si elle allait s'évanouir, son rôle préféré, raconte l'enquêteur belge Jacques Fagnard à l'Express. Je ne l'ai jamais vue pleurer, mais quand elle a donné les détails les plus scabreux. Monique Olivier commence par avouer les meurtres de Céline Saison, 18 ans, enlevée en mai 2000 à Charleville-Mézières et retrouvée morte en juillet dans un bois à Sunny en Belgique, et de Manania Tumpong, 13 ans, disparue en mai 2001 à Sedan, dans les Ardennes, puis avoue 9 autres meurtres. Michel Fourniret n'en reconnaîtra que 8 et sera condamné à la prison à perpétuité pour 7 victimes lors de leur procès commun en 2008. Cette année-là, face à la cour d'assises des Ardennes, Monique Olivier affiche une ligne de conduite précise qu'elle a tenue tout au long du procès. Se faire passer pour une victime de son mari à qui elle obéissait aveuglément. Je fais ce que l'on demande, ma faiblesse c'est de ne pas savoir dire non. Je suis incapable de me défendre, déclare-t-elle, alors assurant qu'elle était en permanence sous l'emprise des hommes. Des affirmations contredites par plusieurs témoignages. Aujourd'hui âgée de 71 ans, Monique Olivier n'est plus la femme soumise au fantasme de son époux. Tous deux ont divorcé par conséquent
consentement mutuel en 2010, après plus de 20 ans de mariage. En 15 ans d'incarcération, elle s'est progressivement détachée de lui. Le fait d'être éloignée de Michel Fourniret a détricoté les relations entre les deux, et je pense qu'après 15 ou 16 ans d'incarcération, Monique Olivier est complètement libérée de Michel Fourniret, analyse son avocat Richard Delgen. Elle a gagné en indépendance, mais surtout en assurance, à tel point que lors de la récente reconstitution des meurtres de Johanna Parish et de Marie-Angèle Domès, elle s'est énervée contre Michel Fourniret. Un regain d'aplomb facilité par l'état de santé du tueur de 77 ans qui s'est affaibli ces dernières années, présentant des troubles de la mémoire avec des difficultés à articuler. Les révélations de Monique Olivier ont aussi été favorisées par la juge d'instruction parisienne, Sabine Kéris, qui a récupéré en juillet l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, initialement conduite à Meaux. Elle a su nouer une relation avec elle, échanger avec elle et la respecter en tant que personne, affirme Corinne Herman, avocate d'Éric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin. Le 5 février 2018, c'est à cette magistrate parisienne que Monique Olivier souhaite parler à propos de l'affaire Mouzin. Alors que leur entrevue touche à sa fin, la magistrate lui demande si elle a quelque chose à ajouter sur les disparitions de Johanna Parish et de Marie-Angèle Domès. La septuagénaire lâche alors en substance: si je dois être entendu dans le dossier Mouzin, je préfère que ce soit par vous. Et c'est face à elle que Monique Olivier a détruit le précieux alibi de son ex-mari. Ces déclarations sont toutefois à prendre avec précaution, a mis en garde Jean-Marc Bloch, ancien directeur du service régional de la PJ de Versailles, parce qu'il ne suffit pas de dire ce n'est pas lui qui a passé ce coup de fil pour dire c'est lui qui est l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin. Il faut encore prouver qu'il était en Seine-et-Marne, à Guermantes, à 18h15 ce jeudi-là. On n'en est pas là pour l'instant, a-t-il souligné. Lors du procès pour le meurtre de Farida Amiche, l'une des victimes du couple, les experts ont assuré que Monique Olivier restait dangereuse sur le plan criminel, avec une tendance à banaliser sa propre responsabilité, éprouvant une absence de culpabilité, mais un sentiment de honte. De la SNCF au poids lourd, de la RATP à Air France, les appels à la grève le 5 décembre contre la réforme des retraites se multiplient dans le secteur des transports, à tel point que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on l'appelle le mur du 5 décembre. À moins de 2 semaines du jour J, tour d'horizon de la situation à venir. À la SNCF, les 3 principaux syndicats représentatifs appellent à la grève, un mouvement illimité pour défendre les retraites de l'ensemble des salariés, car les régimes spéciaux, dont celui des cheminots comme le régime général, sont ciblés par la réforme. Jeudi, la CFDT Cheminot, 4e syndicat de la SNCF, a rejoint la CGT Cheminot, l'UNSA Ferroviaire et Sudrail. Le syndicat a également déposé un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre. Un syndicat qui pourrait toutefois ne pas appeler à faire grève s'il obtient satisfaction au cours des prochains jours. S'il n'est pas opposé à un régime universel, il réclame le maintien du régime spécial de retraite pour les salariés de la SNCF sous statut de cheminot. Les voyageurs sauront le 3 décembre dans l'après-midi quels trains circuleront le 5. Le 5 commencera la grève, le 6 elle continuera, harangué mardi lors d'une manifestation le responsable de la CGT cheminot. Il y aura une grosse journée de mobilisation, toutes catégories confondues, y compris dans l'encadrement où règne un très fort mécontentement sur les retraites. À la RATP, après l'électrochoc de la grève très suivi le 13 septembre qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt, les 3 syndicats représentatifs de la régie appellent cette fois-ci à une grève illimitée contre la réforme. Le 5 décembre sera a priori aussi fort que le 13 septembre, estime Fabrice Ruiz de la CFE-CGS. Le 13 septembre, le trafic avait été très fortement perturbé sur le réseau du jamais vu depuis 2007. La CGT-FO appelle à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises, de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, les déménageurs et les taxis. Pour le transport urbain et le transport routier de voyageurs, des notifications avant préavis de grève assez nombreuses ont été déposées à Lyon, Montpellier et Bordeaux. Dans le privé, aucun préavis n'est nécessaire. Enfin, chez Air France, les syndicats de pilotes et ceux des hôtesses et stewards n'appellent pas à la grève. En revanche, 3 syndicats particulièrement implantés auprès du personnel au sol ont déposé des préavis. FO, premier syndicat de toute catégorie qui souhaite un mouvement reconductible comme la CGT. Sud Aérien veut mobiliser le 5 en scandant ni retraite à points ni droit en moins. Les grévistes impliqués dans l'exploitation aérienne, navigants ou personnel au sol, doivent se déclarer individuellement plus tard 48 heures avant le début du conflit pour permettre à la compagnie de s'organiser et d'informer ses passagers.
En bref, une marche était organisée hier à Valenciennes dans le Nord en soutien à Manuel, gilet jaune originaire de la ville qui a perdu l'usage d'un œil après avoir été blessé par un projectile probablement tiré par la police à Paris samedi dernier, place d'Italie. Une cagnotte en ligne a également été ouverte pour lui venir en aide et recueillir plus de 7000 € mercredi soir. Rappelons que samedi 17 novembre, lors de la manifestation des Gilets jaunes, l'homme de 41 ans discutait sur le rond-point de la place d'Italie, à l'écart du chaos avec d'autres manifestants lorsqu'un projectile est venu le heurter violemment à l'œil gauche. Il est alors mis à l'abri par d'autres manifestants et des street medics. La scène filmée a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Lundi, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, avait annoncé qu'il allait saisir la police des polices, l'IGPN, à la demande du ministre de l'Intérieur, après la diffusion de la vidéo. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme, ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours, et confié les investigations à l'IGPN. Le gilet jaune blessé a refusé d'être auditionné par cette dernière. À l'étranger, l'Iran est secoué depuis vendredi 15 novembre par de violentes manifestations déclenchées après l'annonce surprise de l'augmentation du prix du carburant. Depuis, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, asphyxiées par la situation économique catastrophique du pays. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé mardi l'usage de la force, y compris de tirs à balles réelles. Des vidéos ont montré des snipers sur les toits d'immeubles tirer sur la foule et dans un cas un hélicoptère, s'est alarmé l'ONG Amnesty International qui redoute jusqu'à 200 personnes tuées. Revenons sur les origines de la crise qui secoue la société iranienne. La contestation a débuté vendredi 15 novembre, quelques heures après l'annonce d'une réforme du mode de subvention de l'essence, censée bénéficier aux ménages les moins favorisés. Pour lutter contre l'inflation chronique qui sévit dans le pays, le gouvernement a annoncé une augmentation de 50% du prix du carburant pour les 60 premiers litres achetés chaque mois. Les recettes dégagées par cette réforme doivent, selon les autorités, bénéficier aux 60 millions d'Iraniens les moins favorisés, sur une population totale de 83 millions d'habitants. Cette réforme doit également freiner la contrebande de carburant, conséquence de la faiblesse des prix. La classe politique n'a pas tardé à afficher ses divisions et critique le moment choisi par le gouvernement à quelques mois des élections législatives, en février prochain. Le président Hassan Rouhani a toutefois reçu dimanche le soutien de l'ayatollah Ali Khamenei. Cette réforme suscite une immense colère des habitants qui s'est d'abord répandu sur les réseaux sociaux avant de gagner la rue. Alors quelle est l'ampleur du mouvement? Quelques heures après l'annonce de cette mesure, les Iraniens ont manifesté par milliers dans des dizaines de villes du pays. Au moins 25 villes ont été touchées par les troubles, des conducteurs ont bloqué des routes et certains manifestants ont endommagé des infrastructures publiques, des stations-service et parfois tenté de mettre le feu à des dépôts d'essence. Depuis vendredi, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées. Si 5 morts, 1 civil et 4 membres des forces de l'ordre ont été officiellement confirmés par les autorités iraniennes depuis le début de cette vague de contestation, le bilan pourrait être en réalité bien plus lourd. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU craint que des dizaines de personnes aient perdu la vie. Du fait du blackout, la situation reste très difficile à évaluer à l'échelle nationale, car les autorités ont drastiquement réduit l'accès à Internet depuis le début des manifestations. 65 heures après que l'Iran ait mis en œuvre une coupure presque totale d'Internet, le niveau de connexion au monde extérieur est tout juste à 4% de ce qu'il est en temps normal, relevait mardi matin le compte Twitter de l'ONG NetBlocks qui surveille la liberté d'accès à la toile dans le monde. Pourquoi une telle flambée de violence? L'augmentation du prix du carburant est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les Iraniens. Le pays est miné par une crise économique et sociale sans précédent, avec une inflation de 40 à 45% et au moins 20% de chômage. Le Fonds monétaire international estime que le PIB de l'Iran devrait chuter à de 9,5% cette année, après un recul de 4,8% en 2018. Le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et le rétablissement dans la foulée de lourdes sanctions contre Téhéran ont fait plonger l'économie iranienne. Les exportations de pétrole sont ainsi passées de 2,2 millions de barils par jour en 2018 à 600 000 à la fin 2019. Or, elles représentent entre 40 et 50% des revenus de l'État. Mercredi, le ministère des Affaires étrangères français a affirmé sa vive inquiétude face aux informations faisant état de la mort de nombreux manifestants au cours des derniers jours. Dans ce contexte de fortes tensions entre Washington, qui a apporté son soutien au mouvement, et Téhéran, la marine américaine a annoncé que le porte-avions USS Abraham Lincoln était entré mardi dans le golfe Persique, où les États-Unis entendent ainsi démontrer leur détermination à faire respecter la liberté de navigation.
En République démocratique du Congo, 24 personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion de ligne appartenant à une compagnie aérienne congolaise ce dimanche matin. L'avion s'est écrasé 1 minute après son décollage. L'appareil, un Dornier 228 qui se dirigeait vers la ville de Beni, à 350 km au nord de Goma, est tombé dans le quartier de Mapendo après avoir raté son décollage. Selon les autorités locales, 17 passagers et 2 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion. Des habitants du quartier de Mapendo ont également été tués. La cause de l'accident n'est pas encore connue, mais certaines sources affirment que l'avion a connu une panne de moteur juste après son décollage. C'est ce que rapporte une journaliste de la BBC depuis Kinshasa, la capitale du pays. Les accidents d'avion relativement fréquents en RDC sont souvent causés par le mauvais entretien et des normes de sécurité peu élevées. 8 personnes ont été tuées en octobre dernier dans le crash d'un avion qui avait décollé de l'aéroport de Goma. Retour en France, plus que 5 jours avant le Black Friday, c'est l'événement de cette fin novembre et une belle aubaine pour les amateurs de bonnes affaires juste avant les fêtes de fin d'année. Cet événement commercial vient tout droit des États-Unis. Ce vendredi noir s'est invité en France au début des années 2010 et le phénomène est de plus en plus important. Origine, date, nous vous proposons d'en savoir plus sur le Black Friday. Quelles sont les origines du Black Friday? Le Black Friday est une pure tradition consumériste venue tout droit des États-Unis. Cette journée de folie a vu le jour pour la première fois en 1960. Chaque lendemain de la fameuse fête de Thanksgiving, les Américains se ruent dans les magasins ou jouent du clic sur les sites marchands. Thanksgiving signifie mot à mot merci d'avoir donné. C'est certainement la plus grande fête célébrée aux États-Unis. Il s'agit en fait d'une fête religieuse durant laquelle les populations remercient Dieu par des prières et autres réjouissances pour tout ce qu'il leur a donné durant l'année. Désormais, Thanksgiving n'a plus rien de religieux, c'est un peu comme Noël. Il s'agit d'une fête laïque célébrée par toutes les familles américaines. Comme à Noël, la plupart des gens ne travaillent pas, les entreprises sont fermées et on se réunit en famille pour célébrer ce jour. Le lendemain des festivités, une autre tradition a vu le jour, celle du Black Friday, Thanksgiving se tenant toujours le dernier jeudi de novembre. Le lendemain tombe donc toujours un vendredi. C'est ce jour qu'ont choisi les commerçants pour appliquer des réductions énormes sur leurs prix. Mais alors pourquoi Black? Si l'on a tendance à croire que cette couleur a été choisie en référence au magasin noir de Monde, l'origine première ne serait pas celle-ci, elle serait en fait liée à la manière dont les commerces tenaient leur comptabilité. Dans la plupart des magasins, à cette époque de l'année, les comptes avaient tendance à être déficitaires, car la population attendait les fêtes de fin d'année pour dépenser. Comme les livres de compte étaient tenus à la main, les commerçants écrivaient donc en rouge « déficitaire », mais le lendemain de Thanksgiving, les commerces enregistraient des ventes records et les comptes sortaient du rouge. À l'origine, on écrivait donc en noir, et c'est cette couleur noire qui aurait donné le nom de vendredi noir, ou plutôt Black Friday. En quelle année est arrivé le Black Friday en France ? Depuis 2010, le Black Friday s'est importé dans l'Hexagone. Évidemment, ce sont les géants américains du web comme Amazon qui ont vu une opportunité de générer du cash. Au départ, les Black Friday en France se déroulaient exclusivement sur Internet. On le retrouve désormais dans les boutiques physiques. Les réductions en France sont d'une manière générale un peu moins intéressantes qu'outre-Atlantique où les prix descendent vraiment très bas. Face au succès des premières éditions, de plus en plus d'entreprises se sont prêtées au jeu et pas seulement des entreprises américaines. Aujourd'hui, des géants français comme Auchan, Boulanger, Cdiscount, Darty, la Fnac et Rue du Commerce et bien d'autres encore se sont lancés dans l'aventure. C'est lors de l'édition du 28 novembre 2014 que le phénomène a pris le plus d'ampleur et qu'il s'est quasiment imposé dans tout le pays. À peu près tous les secteurs sont concernés, mais la tech en particulier s'offre une place de choix lors de cet événement. Depuis, chaque année, les consommateurs attendent le Black Friday avec impatience, notamment les fans de high-tech qui peuvent profiter de remises assez dingues. Si les débuts étaient timides et n'avaient rien à voir avec les remises que l'on voit aux États-Unis, les commerçants commencent à faire de plus en plus d'efforts et on peut tomber sur de vrais bons plans depuis 1 ou 2 ans. Le Black Friday 2019, qui aura donc lieu vendredi 29 novembre 2019, est donc particulièrement attendu. Les chiffres suivants attestent de la réussite de ce dispositif. 5,9 milliards, c'est le montant en euros de dépenses prévisionnelles durant le week-end du Black Friday, soit une augmentation de 4,1% par rapport à l'an dernier. 4,9 milliards d'euros de dépenses prévisionnelles des ventes en magasin seront prévues ce week-end du Black Friday, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2018. Autre chiffre clé, 1,07 milliard d'euros, c'est le montant de dépenses prévisionnelles pour les ventes en ligne cette fois-ci, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à 2018. Enfin, plus 120%, c'est la hausse de la croissance dans les ventes en ligne lors du Black Friday de 2013
à 2019. Mais les promotions ne vont pas s'arrêter là. À coup sûr, si à l'origine le Black Friday ne dure que 24 heures, les commerçants ont tendance à prolonger leurs offres durant tout le week-end. Le dernier jour de cette folie consumériste a même été baptisé Cyber Monday. Il s'agit du lundi suivant ce fameux week-end, jour durant lequel des promos dingues permettent aux commerçants d'écouler leur dernier stock. Et ça marche. En 2016, Amazon a par exemple atteint un record de 1,4 million de produits vendus en une seule journée. C'est l'équivalent de 16 commandes à la seconde. Dans l'actualité sportive de ce week-end, il y avait du football avec la victoire de la France sur l'Albanie dans le cadre des qualifications de l'Euro 2020, mais aussi de l'escrime et du tennis avec la Coupe Davis, résumé en 2 minutes 30. Didier Deschamps est un centenaire heureux et l'équipe de France a battu l'Albanie 2-0 grâce au but de Corentin Tolisso à la 8e minute, puis d'Antoine Griezmann à la 31e. Un beau résultat pour le 100e match de Didier Deschamps à la tête des Bleus, un succès qui permet aux tricolores de terminer en tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2020. L'équipe de France masculine d'épée, championne du monde en titre, a remporté dimanche l'étape de Coupe du Monde de Berne en Suisse et fait un pas quasi définitif vers la qualification pour les JO 2020 de Tokyo, du 24 juillet au 9 août prochain. Avec Yannick Borel, Ronan Gustin, Alexandre Bardonnay et Romain Canon, les Français ont battu en finale les Italiens 45 touches à 44. Borel remontant un handicap de 5 touches pour son dernier relais. Les Français consolident leur place en tête de la qualification olympique grâce à leur 2e place à la Coupe du Monde de Paris et leur titre mondial conquis en juillet à Budapest. Pour disputer l'épreuve par équipe au jeu, ils doivent finir dans les 4 meilleures nations mondiales d'escrime ou meilleures nations européennes au-delà de ce top 4 mondial à l'issue de la période qualificative entre avril 19 et avril 2020. Un billet collectif qui donne également 3 places pour l'épreuve individuelle de Tokyo. Et alors que la première phase finale de la Coupe Davis à Madrid connaît son épilogue ce dimanche avec un match opposant le Canada à l'Espagne, le président de Cosmos, nouveau grand coordonnateur de la Coupe Davis, Gérard Piquet, s'est présenté face à la presse pour en tirer un bilan qu'il voit positif, non sans cacher quelques couacs au niveau de l'organisation. La Coupe Davis a vécu sa révolution en demi-teinte. Cette première phase finale à 18 équipes, organisée à la Cajamarca de Madrid, a reçu beaucoup de critiques tant au niveau de la programmation que des tribunes copieusement vides lors de certaines rencontres. À quelques heures de la finale, Gérard Piquet s'est présenté face à la presse pour tirer un bilan de cette semaine et le footballeur du FC Barcelone ne s'en cache pas, il y a des problèmes à régler avant la 2e édition en novembre 2020. Le plus important est celui qui touche la programmation et les horaires des journées. Assure l'homme d'affaires. Nous nous attendions à voir certaines rencontres terminées tard, mais pas à 4 heures du matin. Lors de cette journée, toutes les rencontres ont été plus longues que prévu et il va nous falloir être plus créatifs à l'avenir. Ce n'est pas un problème insoluble, mais c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. Une des solutions pour éviter des rencontres se terminant au petit matin, c'est l'utilisation d'un 4e cours. Et pour Gérard Piquet, c'est une éventualité qui est au cœur des réflexions. Au cinéma, la sortie mercredi dernier d'un très beau film signé Sarah Lucco sur l'embrigadement sectaire. Il s'intitule Les Éblouis et est porté à l'écran par l'excellente Céleste Brunkel, véritable révélation du haut de ses 17 ans, aux côtés de Camille Cotin et Éric Caravaca. Camille, 12 ans, passionnée de cirque, elle est née d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. La réalisatrice, qui ne quitte jamais le point de vue de la jeune fille, s'inspire de son parcours personnel. Touchant, ce film aborde avec distance et pudeur les effets dévastateurs de l'emprise psychologique. Et à la télévision, cette semaine, les suites du Bazar de la Charité sur TF1, un nouveau rendez-vous environnemental sur France 2 ou encore un documentaire sur Arte relatant la conversion forcée des homosexuels dans les années 70, un documentaire choc. Ce lundi à 21h05 sur TF1, la suite du Bazar de la Charité. Dans cette nouvelle salve d'épisodes, Rose, interprétée par Julie Desbonnat, reprend conscience chez Madame Huchon, incarnée par Josiane Balasco. Profitant du sommeil de cette dernière, elle tente de s'évader, hurlant qu'elle n'est pas la fille de cette dernière morte dans l'incendie du Bazar de la Charité. De son côté, Adrienne, jouée par Audrey Fleurot, toujours officiellement morte dans l'incendie, essaye de trouver un moyen de récupérer sa fille. Les parcours et les destins continuent de s'entremêler dans ces 2 nouveaux épisodes romanesques. Mardi soir sur France 2 à 21h05, un nouveau documentaire Sur le front, présenté par Hugo Clément,
consacré aux océans qui recouvrent 70% de la surface de la Terre et régulent le climat. Mais entre la surpêche, la pollution engendrée par le plastique et le blanchissement du corail, ils sont aujourd'hui malmenés. Le journaliste s'est ainsi rendu au Mexique à la rencontre d'un défenseur des dauphins et en Australie où un Français milite contre l'industrie minière menaçant la barrière de corail. Et double programme ce mardi puisque Arte propose à 20h50 homothérapie, conversion forcée. Électrochoc, lobotomie frontale, thérapie hormonale. Autrefois, tout était tenté pour éradiquer un sentiment naissant d'homosexualité. Dans les années 70, les États-Unis ont dénoncé ces pratiques médicales inhumaines tout en donnant naissance à des mouvements religieux qui prétendaient guérir ce qu'ils considéraient comme une déviance inacceptable. Les auteurs de ce documentaire choc et bouleversant se sont rendus dans 5 pays, dont la France, à la rencontre de ces prêtres, pasteurs, médecins et psychologues, tous membres d'associations chrétiennes, qui affirment connaître l'origine de l'homosexualité et pouvoir la soigner. La parole est aussi donnée à ceux qui ont éprouvé leur mécanisme de thérapie de conversion. Pierre Palmade, Claudio Capéo, Patrick Bruel, Mimi Mati, Jennifer, Michael Youn, Cadmerat, Gérard Jugnot, Slimane, Patrick Fiori, Liane Folly, Amel Ben, Christophe Willem, Philippe Lachaud et bien d'autres. Ils seront tous présents pour cette soirée exceptionnelle, samedi soir sur TF1, à l'occasion des 30 ans des Enfoirés. Le coffret Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 sera mis en vente le 30 novembre au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'occasion de distribuer 17 repas. Tous les artistes comptent sur vous. Et hier soir avait lieu la finale de Danse avec les stars. Au terme d'une soirée placée sous le signe de la bienveillance, c'est Samuel Guedari qui a remporté cette 10e édition face à l'ex-champion du 110 mètres El Hadji Doucouré, avec 62% des votes du public. Clément Rémiens, vainqueur l'an dernier, a remis le trophée au nageur handisport, qui a offert une belle leçon d'humanité et de tolérance. Et pour notre photo de la semaine, direction l'Australie, un pays actuellement ravagé par les flammes, causées par une sécheresse exceptionnelle et des vents violents. Des incendies massifs font rage dans plusieurs régions du pays, tuant et blessant des centaines de koalas. La mobilisation pour les sauver se fait inventive. L'un d'eux a pu être secouru cette semaine. Il est l'un des rares de son espèce à avoir réussi à échapper aux flammes. Un koala a été sauvé par une Australienne alors qu'il tentait de fuir l'incendie qui s'était déclaré dans la réserve de Port Macquarie. La femme prénommée Tony passait en voiture près de la réserve lorsqu'elle a aperçu le koala qui tentait de s'enfuir. Elle s'est alors précipitée à sa rescousse, l'enveloppant dans sa chemise, puis dans une couverture. Il a ensuite été emmené au Port Macquarie Koala Hospital, où il a été pris en charge. Âgé d'environ 14 ans, l'animal a été gravement brûlé au niveau des pattes postérieures et du torse. L'une des journalistes de Nine News, une chaîne nationale, est allée rendre visite au koala, baptisé Lewis. Au moins 350 koalas sont morts à Port Macquarie depuis le début de l'incendie, qui ravage la côte est de l'Australie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve mercredi pour un grand angle qui sera consacré à Coca-Cola. La firme fête ses 100 ans sur notre territoire. Et je vous donnerai également rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles informations. Bonne soirée, merci.